ressourcerie de l'écrivain dans ce deuxième épisode de ces livres que je ne relirai pas. C'est des livres dont je vais me débarrasser, qui sont dans ma bibliothèque depuis longtemps ou plutôt récemment, que j'ai lus et que je ne compte pas relire. On est plutôt sur de la relique et ça peut être aussi des livres que je n'ai pas lus mais que j'ai eu en boîte à livres et qui font partie d'une série. Euh, il y aura peut-être un troisième épisode parce que, en fait, là on est le 4 août, donc cette vidéo-là sera diffusée certainement au mois de septembre. Et j'ai trié ma bibliothèque qui est située à droite, mais j'ai pas trié les bouquins qui y a un peu partout dans l'appartement. Donc ça va être fait quand je vais m'y mettre. Ce qui fait qu'il y aura peut-être un troisième épisode de ces livres que je ne relirai pas, s'il y a de quoi faire. Si c'est juste 4-5, je dirais rien, et puis voilà. L'épisode précédent était plus sur les genres de l'imaginaire. Là, on est plutôt sur de la littérature blanche. Il y a un petit peu de manga aussi. Je vais commencer par les mangas d'ailleurs. Parce qu'à un moment, je voulais les garder, ceux-là. Et en fait, j'ai vraiment la flemme. Donc, à la limite, peut-être que je vais plus regarder... je vais sans doute plus regarder l'animé si je sais où le regarder. Je voulais parler de Moriarty. Donc, j'ai les 3 premiers. Donc Moriarty, on est sur des mangas qui sont écrits par, au scénario, je vais prononcer comme je le peux, Ryosuke Takeshi, et au dessin Hikaru Miyoshi. On est chez Kana, donc je crois que c'est une grande maison d'édition française, il me semble, de manga. Et j'ai eu une petite période manga moi, quand mes frères et sœurs étaient adolescents, où j'avais pu apprécier Shaman King. Je crois que j'avais lu tout Shaman King. On avait dû lire aussi un petit bout de Hunter x Hunter que j'avais aimé. Il y avait d'autres trucs que j'aimais pas, notamment, je crois que c'était One Punch Man ou je sais plus quoi, One Punch Man. Et là, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas du Moriarty, parce qu'on est sur une réécriture de Sherlock Holmes, mais version nippone, je crois, qui sont en japonais. Et sauf que ça marche pas avec moi. Alors déjà, truc très con, c'est que je vais vous montrer une photo, enfin une image des personnages. Je vais vous montrer juste ça. C'est que c'est le même visage et c'est la coiffure qui change. Donc je les confonds. Vraiment, j'y arrive pas. Pourtant, il y avait que 3. J'ai lu que les 3 premiers, ceux que j'avais. Donc, franchement, j'arrive pas à différencier les personnages alors qu'il y a des antagonistes, des protagonistes, etc. De ce côté, donc, on est du côté de Moriarty. C'est une réécriture de Sherlock Holmes. Je les ai lus il y a très longtemps parce que je les avais mis de côté en me disant je ferai peut-être quelque chose autour de Sherlock Holmes. Mais j'ai vraiment pas envie en fait de lire la suite. D'autant plus déjà que ça coûte une blinde en fait les mangas. Et au final, un manga, si on compare à un roman, c'est un chapitre en fait. Donc 8 balles, un chapitre, ça me gonfle un peu en fait. Mais je remets pas en question ceux qui lisent des mangas ou ceux qui en écrivent ou ceux qui les dessinent, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que je pense que ça a été un peu mon truc à un moment et ça l'est plus du tout. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le décalage entre la perception des Japonais qui ont écrit et dessiné Moriarty. C'est leur perception de Sherlock Holmes, de cette histoire, de cette époque, la manière dont les gens vivaient au 19e siècle à Londres, et la manière dont moi je le perçois en lisant Sherlock Holmes. Donc, les Sherlock, je suis en train de les lire. Sur la chaîne, j'ai lu les 2 premiers romans, je suis en train de lire le premier recueil de nouvelles. Donc, il y a 56 nouvelles, 4 romans, une pièce de théâtre. Donc, je suis au tout début, si vous voulez, de ma découverte de Sherlock Holmes. C'est intéressant, moi j'aime bien, mais j'aime bien l'œuvre originale qui est dans son jus. J'ai adoré Elementary, j'ai adoré Sherlock, les 2 séries télé. J'ai beaucoup aimé les 2 adaptations aussi avec Robert Downey Jr. et je crois que c'est Ethan Hawke. Donc si vous voulez, j'ai quand même des notions sur Sherlock Holmes. Et le truc que je trouve assez mignon en fait quelque part et ça me rappelle en fait
les précautions qu'on doit prendre en parlant de certaines choses, en écrivant sur certaines choses, c'est c'est le fait que il y a une espèce de rappel constant que les nobles, ils sont méchants et les pauvres, ils sont gentils, en gros. Mais c'est fait... En fait, j'ai du mal à savoir à qui s'adressent ces mangas. Parce que les deux premiers, il y a... je pense que c'est très ado. Le troisième, il a un pour public averti. Pour public averti, ça veut dire quoi? Ça veut dire 16 ans, ça veut dire 18 ans. On est... Bon, Moriarty, on est chez... Je me souviens plus exactement de leur histoire, mais... ils sont en train d'essayer de rendre Moriarty, qui est un... Je crois qu'on l'a à peine croisé dans Sherlock, dans ce que j'ai vu jusqu'à présent, donc je suis assez neutre sur lui, je sais juste que c'est un antagoniste. Moriarty, ici, ce personnage de méchant, entre guillemets, va être humanisé en lui donnant un passé un petit peu plus compliqué, etc. Je crois qu'il y avait des histoires d'abandon, il y a un frère qui est malade, et ils ont été adoptés par une famille riche, mais ils sont passés par quelques années où ils étaient tout petits, Moriarty et son frère, et où vraiment c'était la galère et ils étaient tout petits. Ce qui fait que ces deux personnes-là, Moriarty et son frère, dont j'ai oublié le nom, ils ont une certaine approche de la société qui est celle de transfuge de classe, en quelque sorte. Parce que ce sont des pauvres qui ont été adoptés par des riches très riches, et qui veulent se battre pour quelque part renverser le pouvoir de la noblesse et faciliter la vie des pauvres. Sauf qu'ils le font, ils punissent des nobles qui sont méchants, parce que le noble il est méchant, il est pervers, etc. Ils butent des gens. Mais ils essayent de... Enfin, le ton de ces mangas-là, c'est le fait qu'ils butent les gens, mais c'est des méchants les gens. Oui, mais c'est pas bien de buter non plus. Donc vous voyez, on est un peu là-dessus. C'est pour ça que je me demande en fait, après, j'en ai lu que 3, je crois qu'il y en a une quinzaine, peut-être 17, 18 maintenant. Mais peut-être que je les lirai si je passe en bibliothèque, parce que j'ai toujours plus ou moins le projet de temps en temps d'aller passer une après-midi en bibli et de lire du graphique ou du manga ou de la BD ou quelque chose. Mais il y avait un truc assez simpliste comme ça. Les riches, ils sont méchants, les pauvres, ils sont gentils. Et les riches, ils peuvent pas être punis par la loi parce qu'ils sont riches, donc ils vont acheter, entre guillemets, le juge ou les avocats ou les témoins, etc. Donc c'est toujours les pauvres qui subissent. Mais je trouve que la vision est super caricaturale. Je trouve que c'est très répété, mais c'est dit comme ça dans la narration. Euh, je crois que c'est parce que les auteurs japonais, auteurs illustrateurs, voulaient vraiment mettre leurs contemporains, donc les japonais d'aujourd'hui, dans ce contexte en fait qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est pas leur culture. Et pourquoi pas? Mais c'est vrai que du coup, avec mon regard occidental, je me dis, c'est pour qui en fait? C'est vachement explicatif. Enfin, vachement explicatif, il y a peut-être eu deux, trois fois dans les bouquins, enfin dans les mangas. Donc je vais m'en débarrasser. Parce que, pourquoi pas, j'ai essayé, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous présenter 2 livres d'un même auteur. Il y en a un que j'ai dû acheter et étudier dans le cadre scolaire. Et l'autre, j'ai dû l'acheter et pas le lire parce qu'en fait, je trouve ça très chiant. C'est Raymond Queneau. Raymond Queneau, il y a Exercice de style et Les fleurs bleues. Exercice de style, c'est 99 fois ou 100 fois la même histoire. Hein. Bon, je vous lis juste la page 107. L'autobus arrive, un zazou à chapeau monte, un heurt il y a. Plus tard devant Saint-Lazare, il est question d'un bouton. En gros, c'est X fois la même histoire d'un mec qui prend le métro, il arrive un accident, je sais pas quoi, et il se passe un truc. Alors, le narrateur rencontre dans un autobus un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au lieu d'un ruban. Le jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une place devenue libre.
Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son par-dessus. Cette brève histoire est racontée 99 fois, de 99 manières différentes. Mise en images, portée sur la scène des cabarets, elle a connu une fortune extraordinaire. Exercice de style est un des livres les plus populaires de Queneau. Et comme son nom l'intitule, c'est un exercice de style. C'est-à-dire c'est exactement le même scénario, raconté de 99 fois différentes, parce que on va y ajouter de l'argot, on va y ajouter pas forcément de péripéties. Tiens, par exemple, au présent. À midi, la chaleur s'étale autour des pieds des voyageurs d'autobus. Que, placés sur un long cou, une tête stupide, ornée d'un chapeau grotesque, viennent à s'enflammer, aussitôt pète la querelle. Pour foirer bien vite d'ailleurs, en une atmosphère lourde, pour porter encore trop vivante de bouche à oreille des injures définitives. Alors, on va s'asseoir à l'intérieur, au frais. Plus tard peuvent se poser, devant des gares aux cours troubles, des questions vestimentaires à propos de quelques boutons que des doigts gras de sueur tripotent avec assurance. En fait, autant l'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. Donc, Raymond Queneau en faisait partie avec d'autres auteurs comme Georges Perec qui a écrit La Disparition, qui est un livre où il n'y a pas de E, hormis dans son nom, et peut-être aussi le nom de la maison d'édition. Je trouve que moi j'ai du mal avec les histoires ou les romans où le style va être plus important que le contenu. Parce que quelque part on a aussi envie d'écouter, enfin de raconter une histoire. Et ça c'est que du style. Donc oui, je trouve ça très intéressant de faire du style pour s'entraîner par exemple. Mais après en tant que lectrice j'ai du mal à... Ça m'intéresse moyen en fait. J'ai plus envie en tant qu'autrice d'essayer de faire ça, de tester, que lire les tests des autres. Même si Raymond Queneau, c'est quand même Raymond Queneau, il a quand même une part importante dans l'histoire de la littérature française. Deuxième livre de Raymond Queneau, exactement les mêmes raisons, c'est Les Fleurs Bleues. Je pense que je l'ai lu, ou que j'ai au moins essayé de le lire. On connaît le célèbre apologue chinois Chuang-Tzu rêve qu'il est un papillon, mais n'est-ce point le papillon qui rêve qu'il est Chuang-Tzu? De même dans ce roman, est-il le duc d'Auge qui rêve qu'il est Cidrolin, ou Cidrolin qui rêve qu'il est le duc d'Auge? L'écume des jours, c'était une vraie histoire aussi, mais il y avait un côté un petit peu absurde, et moi je suis assez... c'est pas forcément ma came. Et donc, je pense que j'ai essayé de le lire, mais je pense que tout simplement Raymond Queneau, même s'il a apporté beaucoup à la littérature française, il m'apporte pas beaucoup à moi. Je préfère en fait leurs bouquins où ils donnent des exercices d'atelier d'écriture plutôt que leurs écrits à partir de ces fameux exercices. Donc je sais pas si c'est à partir de ces fameux exercices, mais vous me comprenez. Je vais vous proposer 4 livres bien plombants que je ne relirai pas. Virgin Suicide de Jeffrey Eugenides, c'est chez J'ai lu. Je pense que je l'ai lu après avoir vu le film. C'est quand même c'est une histoire qui dure. Donc c'est une histoire que je ne veux pas relire pour cette raison-là. Des adolescents amoureux s'efforcent de percer le mystère des filles Lisbonne. Du haut d'une cabane nichée dans les arbres, ils passent leur temps à scruter les fenêtres de leur maison. 20 ans plus tard, ils rassemblent des fragments de ragots et de oui-dire, de conversations téléphoniques, de rapports de médecins et de confessions crues et tourmentées. Autant de pièces à conviction qui expliqueront peut-être les morts successives de Cécilia, Thérèse, Bonnie, Lux et Mary. C'est l'histoire de 5 filles, 5 filles d'une même famille, 5 sœurs qui sont adolescentes et qui subissent en fait une espèce de pression familiale où il y a à la fois j'aime pas ces termes, mais la pression du patriarcat parce qu'une fille doit être ainsi et pas autrement, le poids de la religion aussi certainement, où on essaye de gommer en fait ces jeunes filles leur désir peut-être de vivre des vies d'adolescentes et de sortir avec des garçons, par exemple, porter une jupe courte. On est quand même il y a longtemps, je pense qu'on est dans les années 90, un truc comme ça, je sais plus. Le livre, il est de
2001. Donc potentiellement, on est dans les années 90, mais on est dans une famille en fait qui est traditionnaliste. Et si vous voulez, ces jeunes filles, elles n'arrivent pas à acquérir la liberté. C'est une liberté qu'elles cherchent, une liberté que peut-être d'autres adolescentes de leur lycée, par exemple, ont. Et il y a une espèce de fascination pour ces filles par le voisinage, l'entourage, les copains à l'école et compagnie. Et ça finit, comme le titre l'indique, par leur suicide à toutes les 5. Je vais juste vous lire le... Ah oui, ça a été porté à l'écran par Sofia Coppola. Je vous lis juste une citation qui est sur le 4e de couverture. Monsieur Lisbonne continua d'essayer de la dégager, doucement, mais même dans notre ignorance, nous savions que c'était sans espoir, et qu'en dépit des yeux ouverts de Cécilia et de sa bouche qui ne cessait de se contracter, ce n'était que les nerfs et qu'elle avait réussi à s'arracher du monde. Donc, trop triste, je relis pas, mais bon bouquin et bon film. Un autre livre que je vous avais présenté, c'est fort possible que je vous ai présenté les 3 lors de mon espèce de calendrier de l'Avent, là, comment on appelle ça? Je m'étais fait un calendrier de l'Avent de vidéos courtes sur YouTube, pas le Noël dernier, mais celui d'avant. Et je pense que je vous ai présenté Noir de Lune de Alice Sebold, pour les mêmes raisons, que c'est trop déprimant, je ne vais pas relire. Tiens, une petite citation qui vous met bien dans l'ambiance. Tout compte fait, je n'ai pas eu de mal à tuer ma mère. On est sur une femme qui a toujours eu des relations conflictuelles avec sa mère. C'est une femme qui doit avoir une 30aine d'années ou une 40aine d'années. En le sens où sa mère lui a vraiment pourri la vie, quoi. Sa mère devait avoir une sacrée influence, il y avait un poids, un truc comme ça. C'est des personnes qui ne pouvaient pas s'entendre. Je pense que la mère était vraiment dans le contrôle et la fille était vraiment en quête de liberté. Ce qui fait que la fille a coupé les ponts. Mais la mère vieillissant et devenant dépendante, on rappelle à la fille que ça serait peut-être bien que tu t'occupes de ta mère. Donc elle le fait par devoir. Elle le fait par devoir et il y a tout qui lui revient dans le visage en fait. Toute cette période qui a été très difficile et toutes les raisons pour lesquelles elle a voulu couper à raison de toutes les relations avec sa mère. Et ça finit donc par un matricide. C'est sombre quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très sombre. C'est vraiment pas évident. Je peux pas vous en dire plus parce que je me souviens plus de tout. Je me souviens qu'il y avait on peut être dans une espèce de fascination pour l'horreur du geste là-dedans, tout comme pour Virgin Suicide. Donc c'est Noir de Lune, Alice Sebold, j'ai lu. Ensuite, même raison pour laquelle je ne fais pas le relire, c'est parce que c'est trop déprimant. Mais c'est une très belle histoire. Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer, je sais pas comment on le dit. On est chez Point, donc c'est un livre qui a été adapté aussi au cinéma, comme ces 4-là sont adaptés au cinéma, avec Tom Hanks notamment et ce mignon petit gamin. Ce gamin-là, c'est un enfant qui est autiste, donc trouble du spectre autistique, mais à l'époque on ne devait pas l'appeler comme ça. Oscar, 9 ans, est surdoué, ultra-sensible, fan des Beatles et collectionneur de cactés miniatures. Son père est mort dans les attentats du World Trade Center en lui laissant une clé. Persuadé qu'elle expliquera cette disparition injuste, le garçon recherche la serrure qui lui correspond. Sa quête l'entraîne aux 4 coins de la ville où règne le climat délétère de l'après-11 septembre. Une petite citation. « Mon papa me manque encore plus que quand j'ai commencé. » C'est vraiment un livre tire-larme. Et je dis pas tire-larme parce que c'est des grosses ficelles scénaristiques pour faire pleurer le lecteur. Non, c'est parce que on est du point de vue du gamin qui est malheureux, vraiment super malheureux après la mort de son père, qu'il trouve injuste à raison, qu'il ne comprend pas. Et c'est peut-être la première mort aussi que cet enfant vit. Il est dit surdoué et ultra sensible. Mais je pense qu'on est quand même dans le spectre autistique de mémoire, mais je me souviens plus du film.
parce qu'il y a des colères, il y a des intérêts spécifiques, comme on dit de nos jours. Je sais plus qui c'est qui lui a laissé cette lettre, parce que je pense que c'est la mère qui a vu son gamin sombrer, qui s'est dit faut que je l'occupe, faut que je le divertisse, entre guillemets, que envoie son attention ailleurs, et en gros elle commence à faire des espèces d'énigmes. Elle essaye de créer une espèce d'énigme géante autour de cette clé, de la lettre de son père, de choses à faire, de personnes à rencontrer, pour que ce gamin qui est en deuil puisse passer à autre chose. Donc c'est un livre c'est un livre qui parle d'amour et qui parle de deuil. C'est un film qui parle d'amour et de deuil. Non, mais c'est vraiment une lecture ou un visionnage que je vous conseille. J'ai pas du tout les larmes aux yeux. Autre film et autre livre que je ne relirai pas parce que c'est trop flippant. La vague de Todd Strasser, je sais pas comment on dit, on est aux éditions Pocket. Cela commence par un jeu et finit en dictature. Pourquoi ? Parce que donc cette histoire est basée sur une expérience réelle qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 70. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort. La force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action. En l'espace de quelques jours, l'atmosphère du paisible lycée californien se transforme en microcosme totalitaire. Avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader, lui-même totalement pris par son personnage. Quel choc pourrait être assez violent pour réveiller leur conscience et mettre fin à la démonstration. Donc, je vous mettrai le lien vers la bande-annonce. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est terriblement flippant parce que ça va vous montrer en fait que tout ça, qui a eu lieu il y a 80 ans, il faut pas grand-chose pour que ça démarre. Et là, on est vraiment sur une expérience sociale, donc des années 70. Et vu comment c'est présenté dans le bouquin et dans le film, on se dit vraiment, mais il faut pas grand-chose en fait. Là, on est avec des lycéens. Donc, adolescents, quête d'identité, quête d'appartenance, importance du groupe, etc. Le prof d'histoire va se faire totalement dépasser par son expérience. Il va pour leur montrer en gros à ses élèves le fascisme, il va leur montrer la discipline, donc une manière de marcher au pas. Sentiment d'appartenance, faut qu'on se ressemble, donc on porte les mêmes couleurs, le même uniforme, besoin d'un symbole, une espèce de drapeau, quelque chose. Et en fait, je pense que il voulait pas. Ce qu'il voulait, c'était plus leur montrer pour leur dire attention, mais en quelque sorte, il les fait rentrer dans un mouvement qui pourrait être exactement ce qu'il combat. Et je trouve ça beaucoup trop flippant en fait. Donc c'est vraiment Philippe Vallet de France Info. Ce best-seller, qui est devenu un manuel d'histoire en Allemagne et bientôt un film, donc c'est devenu un film, je peux vous le dire, souligne qu'il est facile de se transformer en petit fasciste du jour au lendemain. Je pense que c'est important de le lire, mais je suis beaucoup trop flippée. 2 autres livres d'un même auteur dont je me débarrasse parce que je pense que je suis plus... c'est plus ma came aujourd'hui. C'est du Paolo Coelho. J'en ai lu quelques-uns. Je crois que j'ai le manuel du Guerrier de la Lumière quelque part. Je veux me débarrasser d'eux. Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré chez Le Livre de Poche. Des livres qui coûtaient 5,50 € à l'époque. Une histoire d'amour renferme tous les secrets du monde. Pilar et son compagnon se sont connus dans l'enfance, éloignés au cours de leur adolescence, et voici qu'ils se retrouvent 11 ans plus tard. Elle, une femme à qui la vie a appris à être forte et à ne pas se laisser déborder par ses sentiments. Lui, un homme qui possède le don de guérir les autres et cherche dans la religion une solution à ses conflits intérieurs. Tous deux sont unis par le désir de changer et de poursuivre leurs rêves. Pour y parvenir, il leur faudra surmonter bien des obstacles, la peur de se donner, le sentiment de la faute, les préjugés. Pilar et son compagnon décident alors de se rendre dans un petit village des Pyrénées pour découvrir leur propre vérité.
S'il relate avec poésie et des dialogues très modernes une rencontre amoureuse, Paulo Coelho nous plonge aussi dans les mystères de la divinité, car rappelle-t-il, l'expérience spirituelle est avant tout une expérience pratique d'amour. Alors, je me souviens plus du tout de ce bouquin-là, ni du suivant que je vais vous montrer. Je pense que je suis plus dans le mood de lire des romans qui ont une espèce de bonne porte ouverte sur le développement personnel. Le développement personnel, tout le monde peut en lire, il n'y a pas de souci. Le truc qui peut m'inquiéter par rapport à des livres de développement personnel, c'est quand on essaie de vous vendre quelque chose derrière ou de vous faire adhérer à quelque chose. Je pense notamment à des dérives sectaires. Euh, j'ai l'impression que... Bon, je pense pas qu'on est là-dedans. On n'est pas dans la dérive sectaire ou des trucs comme ça. Mais le côté développement personnel, un peu mode d'emploi sur comment agir en telle situation, je suis pas très cliente. Je l'ai jamais vraiment été. Je pense que c'est pour ça que je me considère comme au mieux agnostique, au pire athée. Enfin, au mieux ou au pire, c'est de l'ironie, hein, c'est de l'humour. Mais le mode d'emploi de comment vivre ma vie, j'en ai pas besoin en fait. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'écris. Donc, je dis pas que c'est mauvais, pas du tout. Je pense que ça peut être je pense que ça peut avoir un côté un petit peu doudou. Je pense que je les ai appréciés à une époque de ma vie, mais c'est plus, j'ai plus envie de ça. Et deuxième roman de Paulo Coelho, Véronica décide de mourir chez Anne Carrière. C'est en franc. Véronica, jeune et jolie Slovène, semble avoir tout ce qu'elle peut souhaiter dans la vie. Pourtant, elle n'est pas heureuse. Le 21 novembre 1997, elle décide de mourir. Sa tentative de suicide la conduit à l'hôpital psychiatrique de Villette, où elle côtoie de véritables fous. Véritables fous. Elle l'est pas. C'est quoi un fou? Mais aussi une population apparemment normale, qui semble s'être réfugiée derrière les hauts murs de l'asile. Asile? On dit encore asile? Par peur de l'inconnu, désir de sécurité ou lassitude d'une existence routinière. Là, Véronica comprend que, à chaque minute de notre existence, nous avons le choix entre vivre et renoncer, et que pour se sentir pleinement vivante, elle devra reconnaître la part de folie qu'elle porte en elle. Donc, spoiler alert, on l'a tous, la part de folie. Il y a une petite citation. Restez fous, mais comportez-vous comme des gens normaux. Courez le risque d'être différent. Courez le risque d'être différent, mais apprenez à le faire sans attirer l'attention. Et laissez se manifester votre moi véritable avec un grand M. Qu'est-ce que le moi véritable? Demande Véronica. C'est ce que tu es, non ce qu'on a fait de toi. Et Véronica, qui était incapable d'appréhender ses propres désirs, va découvrir à Villette la liberté de s'y abandonner. Exactement les mêmes reproches que je peux faire au livre précédent. Bon, j'ai plus de souvenirs du truc. Mais le côté un peu mode d'emploi de la vie, ça me saoule un peu, en fait. Donc, merci, non merci. Ce n'est plus le cas. Ce livre va reprendre vie ailleurs. Il me reste 4 livres à vous présenter. Ça va être assez rapide. Je vais commencer par le roman. De mémoire, c'est assez cool ça. John Harris, Chocolat, on est chez J'ai lu, c'est vieux, ça doit être en francs. Lansquenet est un petit village au cœur de la France où la vie s'écoule paisible et immuable. L'arrivée d'une mystérieuse jeune femme, Vianne Rocher, et de sa fille Anouk va tout bouleverser, d'autant qu'elle s'avise d'ouvrir une confiserie juste en face de l'église la veille du carême. Dans sa boutique, Vianne propose d'irrésistibles sucreries et beaucoup succombent à son charme et ses friandises, car le chocolat de Vianne soigne les espoirs perdus et réveille des sentiments inattendus. Tout cela n'est pas du goût du comte de Reynaud et du curé, convaincus tous deux que les douceurs de Vianne menacent l'ordre et la moralité. En tout cas, la guerre est déclarée. Deux camps vont s'affronter, les partisans des promesses célestes et ceux des délices terrestres. C'est Johnny Depp jeune là et Juliette Binoche aussi. Donc c'est un bouquin qui doit être quand même assez vieux. C'est 99. Et donc le film était déjà sorti, sinon il serait pas en couverture. J'ai le souvenir d'un truc assez doudou. Petit village, les gens qui expliquent à d'autres comment ils doivent vivre.
J'ai le souvenir qu'il y avait une... Il était question aussi de gitans qui vivaient sur des péniches, il me semble. Il y avait un côté vraiment très très doudou, qui pourrait ressembler peut-être à du feel-good d'aujourd'hui. J'ai pas forcément l'envie de le relire, parce que j'ai dû voir le film aussi, je suis passée à autre chose. Mais de mémoire, c'était assez sympa. Le côté un peu petite ville, tout ça, c'était sympa. Je vais passer à un autre, et celui-là, en fait, je viens à peine de le récupérer, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu la série de films il y a très longtemps. Christian Signol, La Rivière Espérance. Christian Signol, c'est un auteur qui est prolifique, qui écrit beaucoup sur, si je ne me trompe pas, la Provence, ou je dirais de manière plus large, le sud de la France, là où il y a la Garonne. Et je ne sais plus où c'est, parce que je suis nulle en géo. J'ai récupéré ce bouquin il y a quelques jours en boîte à livres et je me suis aperçue que en fait c'est le premier d'une série de 3. Donc là, la galère, ça va être que si je le lis, il faut que je retrouve les 2 autres derrière. Donc je vais le remettre dans la boîte à livres et j'ai vu qu'il était disponible sur Kindle. En achat, il me semble, pas dans l'abonnement. Je vais vous faire un récap rapido de dont je me souviens, mais c'était il y a très longtemps. C'était une adaptation en... Vous savez, les sagas de l'été, là. C'était José Dayan, donc ça remonte. C'est quand j'étais ado, j'avais dû voir ça avec ma mamie. Je vous résume le premier volume parce que ça sert à rien de vous résumer la suite. Il y a un relié à 2000 € sur Amazon. Ah, il est sur Audible. Peut-être bien après... ma lecture de Jaworski. Au début du 19e siècle, la Dordogne était l'une des plus belles voies de transport fluvial. Bateliers, pêcheurs, passeurs, tous aimaient cette rivière qui les faisait vivre, cette déesse qui dispensait fortune et misère, cette amante jalouse qui parfois retenait l'un des leurs. Comme tout le monde sur le port de Souillac dans les années 1830, les Donadieu sont bateliers. À 13 ans, Benjamin embarque sur la gabarre de son père. Il part à la conquête d'un monde nouveau. Entraîné dans des conflits entre grands marchands, victime d'une machination, Benjamin sera séparé de ceux qu'il aime et de sa jolie promise Marie. Mais le grand fleuve charrie aussi le bonheur. Pour vous donner une idée de... C'est quand même un livre qui a 4,6 sur 5 sur Amazon. Il fait partie de ces auteurs qu'on trouve en tête de gondole dans les romans un peu régionalistes, donc j'ai envie de lui jeter un œil. Mais du coup, pas ce livre-là parce que j'ai pas les suivants. Il me reste 2 livres à vous présenter, ça va être du rapido. Jean Anouilh, Médée. Médée, c'est un personnage que j'aime bien. Je l'ai déjà rencontré dans notamment Médée Matériaux de Heinrich Müller, qui est une pièce de théâtre allemande. Et autant j'ai adoré Antigone de Anouilh, autant Médée, j'ai un peu plus de mal. Mais il y avait quand même des trucs sympathiques. Médée, terrible Médée, femme révoltée qui trahit son père, tua son frère pour l'amour de Jason et la conquête de la Toison d'Or. 10 ans après, Jason se déprend de Médée et s'apprête à épouser la fille de Créon, le roi de Corinthe. Refusant la fuite et le bonheur, le pauvre bonheur, Médée va continuer à semer le feu. Donc là, il y a une citation de Jean Anouilh, une citation de la pièce de théâtre. « Je t'ai aimé, Médée, j'ai aimé notre vie forcenée, j'ai aimé le crime et l'aventure avec toi, et nos étreintes, nos sales luttes de chiffonniers, et cette entente de complices que nous nous retrouvions le soir sur la paillasse dans un coin de notre roulotte après nos coups. J'ai aimé des coups boum. J'ai aimé ton monde noir, ton audace, ta révolte, ta connivence avec l'horreur et la mort, ta rage de tout détruire. J'ai cru avec toi qu'il fallait toujours prendre et se battre et que tout était permis. » Médée, je crois que c'est la nièce de Circé, si je me trompe pas. C'est aussi une sorcière. Elle s'est jetée des sorts, etc. Et donc Jason qui va gentiment l'abandonner pour épouser une autre femme et avoir des enfants. Vengeance! La vengeance sera terrible. Alors, autant, comme je vous ai dit, Antigone, j'étais beaucoup plus dedans. Autant là, je trouvais qu'il y avait de très jolies citations comme celle que je vous ai lue sur le 4e de couverture. Mais c'était moins ça. Je suis moins fan. Bon, si vous voulez voir, après Euripide, Ovide, Sénèque, Corneille, donc Jean Anouilh réécrit le mythe de Médée. Donc il y a aussi Médée Matériaux de Heinrich Müller. J'ai pas d'idée d'autres œuvres sur Médée. On la voit sûrement dans les Troyens, enfin dans les histoires de Troie, donc peut-être l'Iliade et l'Odyssée. Peut-être les récits homériques aussi.
Dernier bouquin, alors là, ça va être du très rapide. Gisèle Freund, Photographie et Société. On est chez Point, c'est de l'histoire. Tout simplement, ce bouquin-là, je l'ai acheté quand... c'est un bouquin d'études que j'ai acheté quand j'étais en licence d'art du spectacle à Rennes. Donc j'étais en option... J'allais être en option théâtre si j'avais été jusqu'à ma licence, jusqu'à la L3 à l'époque. Et donc j'avais un petit peu de photos, ce que j'ai trouvé intéressant, mais bon, très clairement, c'est un livre que je relirai pas. Voilà, je vous montre juste ceux-là parce qu'ils sont pas graphiques. Qui va peut-être parfois mettre en exergue des photos qui sont connues. Donc, je pense notamment à cette jeune femme-là, qui est sûrement une militante, une militante antimilitariste. Enfin, c'est un truc qui est intéressant. Si ça vous intéresse, je vais juste vous lire le quatrième. Photographie et société. La photographie fait désormais partie de la vie quotidienne. Elle s'est tellement incorporée aux habitudes qu'on ne la voit plus à force de la voir. Elle préside à tous les événements, privés ou publics. On lui prête un caractère de documentaire au point de la faire apparaître comme le procédé de reproduction le plus fidèle, le plus impartial de la vie sociale. En fait, la photographie, qui peut être instrument de connaissance et œuvre d'art, n'est souvent qu'un instrument de communication susceptible de tous les avatars et de toutes les manipulations. C'est pourquoi l'histoire de la photographie ne peut être seulement l'histoire d'une technique, elle est inséparable d'une histoire sociale et politique. Donc on est sur un livre qui date de... C'est un livre de... Le dépôt légal est de 74 et là, j'ai dû l'acheter dans les années 2000. J'ai pas le souvenir de l'avoir lu. C'est un espèce de documentaire au final qui fait un rapport entre l'histoire et la photo. L'histoire de la photo et l'histoire avec un grand H aussi tout court. Donc c'est intéressant, mais je vais pas le relire en fait. Et je crois que je m'étais quand même comme ça pas mal débarrassée de livres d'études qui me serviront plus. Parce que en fait au bout d'un moment, faut les si on les relit pas, ça sert à rien. Ou enfin à moins qu'on ait un attachement particulier à ça, mais bref. C'était donc mon deuxième book haul du tri de ma bibliothèque. Il y en aura peut-être un troisième au mois d'octobre, je ne sais pas encore. Je vous le dirai sûrement en barre d'informations de celui-là parce que d'ici le mois de septembre, je pense que j'aurai fini de ranger mes bouquins. Je vous souhaite donc une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire si parmi ces livres-là, il y en a que vous avez déjà lus ou qui vous intéressent. Et qu'est-ce que vous aussi, de quel livre vous vous êtes débarrassé? À tout bientôt, rêvez tout grand, lisez tout plein et entassez plein de bouquins, mais aussi dans les boîtes à livres. Salut!